Pourquoi le périmètre de la grande pyramide de Gizeh, divisé par 2 fois sa hauteur, donne-t-il le nombre pi avec une précision à la 6e décimale, des milliers d'années avant qu'Archimède n'en griffonne la première approximation? Et pourquoi les flancs du sphinx portent-ils les stigmates d'une érosion par des pluies diluviennes, des pluies qui n'ont pas arrosé le désert égyptien depuis plus de 10 000 ans? Ces questions ne sont pas des énigmes pour touristes en mal de sensations fortes. Ce sont des fractures dans le monolithe de notre histoire officielle. Des fissures par lesquelles s'échappe le murmure d'un passé impossible. Un passé où quelqu'un ou quelque chose a gravé dans la pierre les constantes fondamentales de l'univers avec une arrogance tranquille, comme s'il laissait une note à l'intention de ceux qui viendraient après. Un mémo cosmique disant « Nous étions là ». Comprenez-vous seulement ce que vous regardez? La science académique, dans sa sagesse infinie, balaie ces faits d'un revers de main. Coïncidence, nous dit-on. Des approximations fortuites, le fruit du hasard statistique sur des milliers de constructions. Mais le hasard a-t-il un sens de la mise en scène aussi spectaculaire? Le hasard peut-il expliquer pourquoi les coordonnées géographiques exactes de la Grande Pyramide, 29,979245,8 degrés de latitude nord, correspondant à la vitesse de la lumière dans le vide, 299 792 458 mètres par seconde? C'est une coïncidence d'une précision si déraisonnable qu'elle en devient une insulte à l'intelligence. Il bâtissait l'éternité en granit pendant que nous apprenons à construire des problèmes en béton. La vérité, c'est que le plateau de Gizeh n'est pas un tombeau. C'est un point sur une carte, un marqueur. La première pièce d'un puzzle qui s'étend sur toute la surface du globe et dont l'image finale est si terrifiante que nous préférons collectivement ne pas la regarder. L'histoire de cette prise de conscience ne commence pas dans les couloirs feutrés d'une université, mais dans l'obsession fiévreuse de quelques esprits solitaires, des cartographes, des ingénieurs, des pilotes, des rêveurs que le consensus mou n'a jamais satisfait. À la fin du XXe siècle, armés de cartes satellites et des premières bases de données informatisées, ils ont commencé à tracer des lignes. Des lignes droites, parfaites, reliant les sites sacrés du monde antique. Et ce qu'ils ont découvert aurait dû faire trembler les fondations de l'archéologie. La ligne qui relie Gizeh au monolithe de Stonehenge traverse exactement le site de l'oracle de Delphes en Grèce. Une autre ligne, partant de l'île de Pâques, traverse le Pérou à Nazca et à Machu Picchu, puis Gizeh encore, avant de continuer vers la cité antique de Mohenjo-Daro dans la vallée de l'Indus et de finir sa course à Angkor Wat au Cambodge. Des dizaines, puis des centaines de lignes tissant une toile géométrique invisible autour de la planète. Ce n'était plus une question de coïncidence. C'était une signature, un projet. La preuve d'une connaissance stupéfiante de la géodésie, la science de la mesure et de la représentation de la Terre, à une époque où l'humanité était censée vivre dans des huttes de boue. Les structures les plus massives et les plus énigmatiques de nos ancêtres n'étaient pas disposées au hasard. Elles formaient un réseau, une grille mondiale dont la fonction nous échappe totalement, mais dont l'existence même pulvérise nos manuels d'histoire. Que ressentiriez-vous face à cette carte impossible en réalisant que les frontières de nos empires et la chronologie de nos civilisations ne sont pas peut-être qu'une illusion, une mince couche de poussière recouvrant les fondations d'un monde bien plus ancien et plus vaste? La réaction du monde académique fut d'une violence prévisible. Ces chercheurs furent qualifiés de charlatans, de pseudo-scientifiques, d'illuminés dangereux.
leurs travaux furent ridiculisés, leur carrière brisée. Car accepter cette grille mondiale revenait à admettre une chose impensable, l'existence d'une civilisation planétaire à l'aube de l'humanité. Une civilisation capable de cartographier le globe avec une précision que nous n'avons atteinte qu'avec l'ère spatiale. Une civilisation dont le souvenir a été si complètement effacé qu'il ne subsiste que ces sentinelles de pierre, muettes et gigantesques. Le système a protégé son dogme avec la férocité d'une religion menacée. Mieux valait un passé simple et faux qu'un avenir complexe et vrai. Pourtant, le murmure n'a pas cessé. Il s'est transformé en un grondement souterrain. Tandis que les gardiens de l'orthodoxie scientifique publiaient des articles assassins dans des revues respectables, une armée de l'ombre, composée d'amateurs passionnés et de quelques universitaires rebelles, continuait le travail. Ils ont découvert que les distances entre ces sites n'étaient pas aléatoires non plus. Elles étaient souvent des multiples ou des divisions d'unités de mesure liées à la circonférence de la Terre. Le coudée royale égyptienne, le pied mégalithique, ces unités, que l'on croyait locales, semblaient faire partie d'un système de mesure universel, basé sur les dimensions de notre propre planète. C'était un système d'une élégance et d'une simplicité désarmantes qui prouvait que ses concepteurs voyaient la Terre comme nous la voyons aujourd'hui, une sphère unique, un vaisseau naviguant dans le cosmos. L'anomalie de Gizeh n'était donc que la porte d'entrée, le point de départ d'un voyage vertigineux à travers l'espace et le temps. Chaque nouvelle connexion, chaque nouvelle ligne tracée sur la carte était un clou de plus dans le cercueil de l'histoire conventionnelle. Les chercheurs indépendants, communiquant via les balbutiements d'Internet, partageaient leurs découvertes avec une excitation quasi religieuse. Ils n'étaient plus seuls. Ils étaient les archéologues d'un monde fantôme, les cartographes d'une Atlantide, non pas engloutis sous les flots, mais cachés à la vue de tous, sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. La grille n'était pas seulement géographique, elle était aussi astronomique. La ceinture d'Orion, reproduite à Gizeh. La constellation du Dragon, dessinée par les temples d'Angkor. La Voie lactée, imitée par la disposition des cités le long du Nil ou dans les Andes. Il semblait que les bâtisseurs avaient un double objectif, marquer la Terre et refléter le ciel. Comme si la planète elle-même était un temple, un observatoire, un instrument dont le but était d'harmoniser la vie terrestre avec les cycles cosmiques. Une idée d'une ambition si folle qu'elle confine au divin. Et au cœur de ce système, il y a toujours la même obsession pour des constantes mathématiques précises, pi, le nombre d'or, phi, les constantes pythagoriciennes. On les retrouve dans les proportions de la grande pyramide, dans la structure du Parthénon, dans le plan des cathédrales gothiques, qui, chose étrange, furent souvent construites sur d'anciens sites mégalithiques païens. C'était comme si un logiciel, un code source architectural, avait été transmis à travers les âges, copié et recopié par des cultures qui n'en comprenaient plus le sens originel, mais qui en sentaient intuitivement la puissance et l'harmonie. Le combat pour la reconnaissance de cette hypothèse est devenu une guerre de tranchées intellectuelles. D'un côté, une poignée de pionniers, souvent sans financement, travaillant sur leur temps libre, accusés de tous les maux. De l'autre, l'establishment scientifique, avec ses institutions, ses subventions, son pouvoir de décréter ce qui est savoir et ce qui est hérésie. Mais les faits sont têtus. Une pierre gravée est plus durable qu'une théorie à la mode. Et les pierres du monde entier semblaient crier la même chose. Elles ne parlaient pas égyptien, maya ou sumérien.
Elle parlait le langage universel des mathématiques et de la géométrie. Un langage qui attendait simplement d'être redécouvert. Cette prise de conscience était vertigineuse, mais elle soulevait une question encore plus angoissante. Si tout cela est vrai, si un plan unique existe bien, alors qui en furent les architectes? Et, surtout, où sont-ils passés? La carte du monde que ces chercheurs indépendants avaient dessinée pointait avec une insistance particulière vers une région du globe, un continent où les montagnes touchent les étoiles et où les légendes parlent de géants qui bâtissaient des citadelles en une seule nuit. L'Amérique du Sud. La prochaine pièce du puzzle se trouvait là-bas, dans les Andes, figée dans des blocs de pierre si massifs et si parfaitement assemblés qu'ils défient encore aujourd'hui nos technologies les plus avancées. Alors, qui croire? Les gardiens du temple scientifique qui nous parlent de coïncidences heureuses et de rampes de sable, ou les hérétiques qui dessinent des lignes sur le globe et nous parlent d'un plan directeur? Partagez votre avis dans les commentaires. Coïncidence ou plan? Les Andes. Une colonne vertébrale de pierre qui déchire le ciel sur plus de 7000 km. C'est là, à des altitudes où le souffle se fait court et où la vie semble une anomalie, que le planétaire se manifeste avec une brutalité matérielle qui laisse sans voix. Si Gizeh est une énigme mathématique, les forteresses de Sacsayhuaman ou les ruines de Pumapunku sont un cauchemar d'ingénieurs. Ici, plus besoin de débattre de la 6e décimale de pi. Il suffit d'ouvrir les yeux. Les murs de Sacsayhuaman, qui surplombent la ville de Cusco au Pérou, sont constitués de blocs de calcaire pesant jusqu'à 360 tonnes. Pour mettre cela en perspective, la plus grosse grue mobile moderne peine à soulever 200 tonnes. Ces blocs, aux formes polygonales complexes, certains avec plus de 12 angles, sont emboîtés les uns dans les autres avec une précision telle qu'on ne peut y glisser la lame d'un couteau. Pas de mortier, pas de ciment, juste le poids de la pierre et un ajustement parfait. La science officielle nous explique que les Incas, une civilisation qui ne connaissait ni le fer, ni la roue, ni l'écriture, au sens où nous l'entendons, ont réalisé cet exploit avec des marteaux de pierre et des rampes de terre. Essayez d'imaginer des milliers d'hommes tapotant pendant des décennies sur un bloc de la taille d'une maison avec des galets pour lui donner une forme tridimensionnelle complexe, puis le hissant sur des kilomètres de terrain montagneux pour l'ajuster au micromètre près contre son voisin. Que ressentiriez-vous au pied de ce mur en réalisant que votre civilisation, avec tout son acier et son informatique, serait incapable de reproduire ne serait-ce qu'une seule de ces jonctions? Pumapunku, en Bolivie, pousse l'énigme encore plus loin. Ce site, situé à près de 4000 mètres d'altitude sur l'altiplano, est un champ de ruines qui ressemble à un jeu de construction pour géants brisé par un cataclysme. Les blocs ne sont pas en calcaire, mais en diorite et en andésite, des pierres d'une dureté extrême, juste en dessous du diamant sur l'échelle de Mohs. Pourtant, ces blocs portent les traces d'un usinage qui semble industriel. Des coupes parfaitement droites, des trous forés avec une précision de machine-outil, des rainures de quelques millimètres de large. Les fameux blocs en H sont tous de taille identique, comme s'ils avaient été produits en série, moulés ou découpés par une technologie que nous ne possédons pas. La version officielle? Toujours la même. Des outils de pierre et une patience infinie. Une explication qui relève moins de la science que de l'incantation magique. L'archéologie, face à l'impossible, préfère souvent inventer un surhomme primitif plutôt que de remettre en question ses propres dogmes. Le véritable drame de ces sites, c'est le silence des pierres. Les Incas, que les conquistadors espagnols ont rencontrés, ont eux-mêmes avoué qu'ils n'avaient pas construit ces citadelles. Ils les avaient trouvées là,
déjà anciennes et en ruine, et les avaient simplement réutilisées. Ils attribuaient leur construction à un peuple de dieux qui les avait précédés, menés par une figure mystérieuse nommée Viracocha. Les légendes andines, recueillies par les premiers chroniqueurs espagnols avant d'être largement détruites, décrivent ces dieux comme des hommes blancs et barbus venus de la mer qui apportèrent la civilisation, l'agriculture, l'astronomie et l'architecture. Après un âge d'or, ils repartirent, promettant de revenir un jour. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'empereur Atahualpa accueillit Pizarro et ses hommes sans méfiance, croyant voir le retour de Viracocha. Une erreur qui lui fut fatale et qui plongea tout un continent dans le sang et les ténèbres. Au XXe siècle, la quête du secret technologique des Andes a tourné à l'obsession et parfois à la tragédie. Des ingénieurs et des aventuriers, persuadés qu'il existait une méthode pour ramollir la pierre, ont organisé des expéditions désastreuses. L'une des théories les plus tenaces, basée sur des récits locaux, évoquait l'utilisation d'une sève de plante capable de dissoudre la roche, la rendant malléable comme de l'argile. Le légendaire colonel Percy Fawcett, avant de disparaître dans la jungle brésilienne, a passé des années à chercher cette plante. D'autres ont expérimenté des techniques acoustiques, persuadés que les anciens utilisaient des fréquences sonores spécifiques pour léviter les blocs. Plusieurs de ces chercheurs y ont laissé leur fortune, leur réputation et parfois leur vie, victimes d'accidents étranges sur les sites de fouilles ou de maladies foudroyantes dans des villages reculés où ils espéraient trouver le dernier gardien du secret. Le savoir des anciens semblait protégé par une sorte de malédiction technologique, détruisant ceux qui tentaient de le voler plutôt que de le comprendre. L'énigme de Tiahuanaco, la cité voisine de Pumapunku, ajoute une couche de complexité géologique. La ville est aujourd'hui à 13 km du lac Titicaca. Pourtant, son port principal, avec ses quais massifs, indique qu'elle était autrefois sur les rives du lac. Les études géologiques ont confirmé que le niveau et la configuration du lac ont radicalement changé au fil des millénaires. Mais pour que Tiahuanaco soit un port actif, il faut remonter à une époque bien antérieure, aux Incas, peut-être à plus de 10 000 ans avant notre ère, une date qui correspond étrangement à celle suggérée par l'érosion du Sphinx à Gizeh, une cité-port à 4000 mètres d'altitude, construite avec une technologie inexplicable à une époque où l'homme était censé être un chasseur-cueilleur nomade. Chaque fait, chaque pierre, chaque légende en Amérique du Sud pointe vers la même conclusion. Une histoire bien plus ancienne et complexe que celle que nous acceptons. Le choc entre ces preuves matérielles et les explications officielles est total. D'un côté, des blocs de 300 tonnes ajustés au laser. De l'autre, la théorie du marteau en hématite. C'est un dialogue de sourds, un gouffre entre le possible et le réel. L'archéologie traditionnelle, en décrivant le travail manuel des peuples andins, ne ment pas. Elle décrit simplement la dernière phase de l'histoire de ces sites, la phase de la réutilisation, de la réparation, de la copie maladroite par des cultures qui avaient perdu le savoir originel. C'est comme si des survivants d'un holocauste nucléaire tentaient de faire redémarrer une centrale avec des leviers en bois. Ils honorent les dieux en imitant leurs gestes, sans plus en comprendre la science. Et ces dieux, ces instructeurs venus d'ailleurs, le mythe de Viracocha n'est pas isolé. C'est une constante déroutante dans les mythologies du monde entier. En Mésopotamie, c'étaient les Oannes, des êtres amphibies qui apportèrent le savoir aux Sumériens. En Égypte, Thoth,
le dieu à tête d'ibis, qui enseigna l'écriture et les mathématiques. Et en Mésoamérique, c'était Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un autre homme barbu à la peau claire, qui transmit les secrets du calendrier et de l'astronomie avant de partir vers l'Est, promettant lui aussi de revenir. Le silence des pierres des Andes est assourdissant. Il nous raconte une histoire de grandeur technologique et de cataclysme. Il nous montre les vestiges d'un monde qui maîtrisait des forces que nous commençons à peine à imaginer. Un monde où la matière pouvait être façonnée comme de l'argile, où des montagnes pouvaient être déplacées. Les traces de ce savoir ne se limitent pas à la maçonnerie. Elles sont aussi gravées dans le ciel, dans l'obsession des civilisations précolombiennes pour les étoiles. Une obsession qui les mènera à des sommets de connaissances et à une chute d'une brutalité inouïe. La piste du plan unique, après s'être matérialisée dans la pierre des Andes, nous entraîne maintenant plus au nord, dans la jungle étouffante de l'Amérique centrale, où une autre civilisation a laissé derrière elle des cités fantômes et un calendrier plus précis que le nôtre. La jungle dévore tout, la pierre, la mémoire, les empires. En Mésoamérique, elle a englouti les cités des Mayas, laissant derrière elle un mystère aussi dense que sa végétation. Si les constructeurs des Andes étaient des ingénieurs du colossal, les Mayas étaient des architectes du temps et du cosmos. Leurs pyramides, comme à Palenque ou Chichen Itza, ne sont pas seulement des temples, ce sont des horloges astronomiques d'une complexité ahurissante. La pyramide de Kukulkan, par exemple, est un calendrier de pierre. Ces 4 escaliers de 91 marches, plus la plateforme supérieure, totalisent 365, le nombre de jours dans une année solaire. Aux équinoxes de printemps et d'automne, le jeu de l'ombre et de la lumière crée l'illusion d'un serpent descendant les marches, reliant le ciel et la terre. Un spectacle conçu il y a plus de 1000 ans, qui fonctionne encore aujourd'hui avec une ponctualité parfaite. D'où venait cette connaissance? Le calendrier maya, ou plutôt leur système calendaire complexe, était plus précis que le calendrier grégorien que nous utilisons. Ils avaient calculé la durée de l'année solaire avec une marge d'erreur de seulement 17 secondes. Ils avaient calculé le cycle de Vénus avec une précision de 99,98%. Ils pouvaient prédire les éclipses solaires et lunaires des siècles à l'avance. Tout cela, officiellement, en observant le ciel à l'œil nu depuis le sommet de leur pyramide. Le débat fait rage dans le monde académique. Est-ce le fruit de milliers d'années d'observations patientes, transmises de génération en génération de prêtres astronomes? Ou bien ce savoir est-il un héritage, un système complet, reçu d'une source extérieure que les Mayas n'ont fait qu'utiliser et maintenir sans peut-être même en comprendre tous les fondements mathématiques? L'humanité n'a pas besoin de Dieu pour expliquer ses réussites, mais parfois, ces réussites sont si prodigieuses qu'elles ressemblent à des miracles. Le plus grand mystère maya n'est pas l'origine de leur savoir, mais la raison de leur disparition. Autour du IXe siècle de notre ère, en l'espace de quelques décennies, leur civilisation s'est effondrée. Des cités florissantes comme Tikal, qui comptaient des dizaines de milliers d'habitants, ont été abandonnées à la jungle. Les chantiers de construction se sont arrêtés net. Les stèles commémoratives n'ont plus été gravées. C'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Les théories traditionnelles évoquent des guerres intestines, des sécheresses prolongées ou des épidémies. Mais aucune de ces explications ne rend compte de la soudaineté et de la totalité de l'effondrement. On n'a pas retrouvé de traces de grandes batailles ou de massacres généralisés. Les populations semblent simplement être parties, laissant derrière elles leurs temples
et leur palais comme dans une fuite éperdue. Une fuite devant quoi? Certains chercheurs alternatifs proposent une hypothèse plus troublante. Les Mayas, avec leur obsession pour les cycles cosmiques et leur calendrier du compte long qui s'étend sur plus de 5000 ans, n'étaient pas seulement des observateurs. Ils étaient peut-être les gardiens d'un savoir dangereux. Un savoir lié à des événements astronomiques cycliques, des cataclysmes capables de rayer une civilisation de la carte. Et si leur effondrement n'était pas un accident, mais une décision délibérée, une dispersion volontaire, un retour à un mode de vie plus simple pour échapper à une menace qu'ils avaient lue dans les étoiles, une menace que leur propre développement et leur concentration dans de grandes cités rendaient encore plus mortelles. Auraient-ils réveillé quelque chose par leurs rituels sanglants et leur manipulation des énergies des lieux sacrés, quelque chose qu'ils ne pouvaient plus contrôler? Cette tragédie du savoir perdu a été parachevée par le fanatisme européen. En 1562, l'évêque espagnol Diego de Landa, dans un acte de zèle religieux, ordonna la destruction de tous les codex mayas qu'il put trouver. Des milliers de livres, écrits sur de l'écorce de figuier, contenant des siècles de connaissances en histoire, en astronomie, en médecine et en mathématiques, furent brûlés dans un immense auto-da-fé. Seuls 4 ont survécu. L'acte de Delanda est souvent présenté comme un simple exemple de l'obscurantisme de l'époque, mais certains y voient autre chose. Pas seulement la destruction d'une culture païenne, mais l'éradication délibérée d'une science, d'une vision du monde qui contredisait radicalement le dogme chrétien. Peut-être que Delanda, en lisant des traductions de ces textes, a compris quelque chose qui l'a terrifié et a décidé que cette connaissance était trop dangereuse pour l'humanité. Une censure par le feu dont les conséquences sont incalculables. Nous ne saurons jamais ce que contenaient ces livres. Les cités mayas, tout comme celles des Andes et de Gizeh, ne sont pas orientées au hasard. Teotihuacan, la gigantesque cité pré-aztèque près de Mexico, avec ses pyramides du Soleil et de la Lune, est une réplique terrestre de la ceinture d'Orion, tout comme les pyramides d'Égypte. La coïncidence est, une fois de plus, statistiquement impossible. La distance entre la pyramide du Soleil et celle de Quetzalcoatl, si on la multiplie par 1 million, donne la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Encore des constantes, encore des nombres, encore cette signature arrogante gravée dans la pierre et la terre. La preuve s'accumule, couche après couche, civilisation après civilisation. Un fil rouge relie ces cultures que des océans et des millénaires séparent. Un fil de connaissances astronomiques et géodésiques qui ne peut être le fruit du hasard. Les expéditions modernes dans la jungle, armées de la technologie LIDAR, qui permet de voir à travers le couvert végétal, révèlent l'ampleur stupéfiante du monde maya. Des centaines de cités inconnues, des réseaux de routes surélevées s'étendant sur des centaines de kilomètres, des systèmes agricoles d'une complexité inouïe. Ce n'était pas une civilisation de l'âge de pierre, c'était une superpuissance régionale, avec une population de plusieurs millions d'habitants. Et elle a disparu. L'écho de leur savoir résonne encore dans la jungle, dans l'alignement des temples sur le lever de Vénus, dans les calculs cryptiques de leurs stèles. C'est un savoir qui semble à la fois immensément sophistiqué et intrinsèquement lié à une forme de cruauté primitive, avec ses sacrifices humains et ses rituels sanglants. Comme si la connaissance avait un prix terrible, une contrepartie obscure. La disparition des Mayas est un avertissement. Elle nous montre qu'une civilisation, même au sommet de son développement intellectuel, reste fragile. Elle peut être balayée en une génération. Et si le plan unique, ce réseau mondial de sites sacrés,
n'était pas seulement une carte ou un observatoire, et s'il s'agissait aussi d'un système d'alerte, un héritage laissé par des survivants d'un cataclysme précédent pour avertir les générations futures. Un message que les Mayas avaient peut-être compris. Un message que nous, avec toute notre technologie, sommes encore incapables de lire. Le savoir perdu de la Mésoamérique nous laisse face à une question angoissante. Peut-on en savoir trop? La quête de la vérité peut-elle mener à sa propre destruction? La piste de ce savoir nous conduit maintenant loin des jungles et des montagnes, vers le plus grand et le plus vide des océans, le Pacifique. Là, sur les îles les plus isolées de la planète, d'autres civilisations ont laissé des monuments qui défient la logique et qui semblent être les échos lointains et désespérés du même grand projet. Le Pacifique est un vide liquide de 165 millions de kilomètres carrés, une immensité bleue parsemée de points de terre isolés. C'est sur l'un de ces points, Rapa Nui, plus connu sous le nom d'île de Pâques, que le mystère des anciens bâtisseurs prend une dimension de folie pure. Comment une petite population, vivant sur une île de 163 km², isolée à plus de 3500 km du continent le plus proche, a-t-elle pu extraire, sculpter, transporter et ériger près de 1000 statues monumentales, les Moai? Certaines de ces statues pèsent de plus de 80 tonnes et mesurent jusqu'à 10 mètres de haut. L'explication officielle est un chef-d'œuvre d'absurdité. Des équipes de Pasquan auraient fait marcher les statues en les faisant basculer d'un côté à l'autre à l'aide de cordes. Cette théorie, testée avec des répliques, s'avère possible pour de petites statues sur un terrain plat. Elle devient totalement ridicule pour les géants de 80 tonnes qu'il fallait déplacer sur des dizaines de kilomètres de terrain accidenté. De plus, pour fabriquer les cordes et les traîneaux nécessaires, il aurait fallu une forêt. Or, lorsque les premiers Européens sont arrivés au XVIIIe siècle, l'île était quasiment dénuée d'arbres. La théorie de l'effondrement écologique, qui veut que les insulaires aient abattu tous leurs arbres pour transporter leurs statues, est devenue le dogme. C'est une belle fable moralisatrice pour notre époque, mais elle ne résiste pas à l'analyse. Des études récentes des carottes de sédiments ont montré que le déboisement de l'île a été un processus lent et complexe, et non un suicide écologique frénétique. L'énigme reste entière. Les légendes locales, elles, sont claires. Les anciens prêtres utilisaient une force appelée mana pour ordonner aux statues de marcher jusqu'à leur emplacement. Un concept mystique pour nous, mais peut-être la description imagée d'une technologie perdue, une forme d'énergie ou de maîtrise de la lévitation acoustique dont le souvenir s'est transformé en mythe. L'île de Pâques n'est pas seulement l'histoire d'un exploit d'ingénierie, c'est aussi celle d'une tragédie. Les archéologues ont découvert des preuves de guerres intestines violentes, de cannibalisme. C'est comme si, après avoir perdu le savoir des anciens, les descendants des bâtisseurs s'étaient entredéchirés dans une lutte désespérée pour les derniers vestiges de pouvoir. Les statues, autrefois symboles d'une connexion au divin, sont devenues des idoles pour des tribus en guerre, qui les ont renversées les unes après les autres. C'est l'histoire d'une civilisation qui tombe du savoir à la superstition, puis de la superstition à la barbarie. Une miniature de ce qui pourrait arriver à l'échelle planétaire. La connaissance est un feu. Elle réchauffe et éclaire, mais si on oublie comment l'entretenir, elle dévore tout. À des milliers de kilomètres de là, dans les États fédérés de Micronésie, se trouve une autre anomalie du Pacifique, Nan Madol. C'est une cité entière, construite sur un récif de corail, composé de près de 100 îles artificielles, créées à partir de gigantesques prismes de basalte.
Le poids total des mégalithes utilisés est estimé à plus de 250 000 tonnes. Le basalte, une roche volcanique extrêmement dense, ne se trouve pas sur place. Il a fallu le transporter depuis l'autre côté de l'île de Pohnpei. Comment une société pré-industrielle a-t-elle pu transporter et assembler une telle masse de matériaux au milieu de l'océan? Les légendes locales, encore une fois, parlent de magie. 2 frères sorciers auraient fait voler les pierres jusqu'à leur emplacement grâce au pouvoir d'un dragon volant. Une histoire pour enfants? Peut-être. Ou peut-être, encore une fois, la traduction mythologique d'une technologie qui dépasse notre entendement. Les expéditions modernes à Nan Madol se heurtent à des difficultés extrêmes. La cité est envahie par la mangrove, les courants sont dangereux. Des plongeurs et des géophysiciens ont tenté de cartographier les structures sous-marines, persuadés qu'une grande partie de la ville est aujourd'hui engloutie. Ils ont rapporté des anomalies magnétiques étranges, des équipements électroniques qui tombent en panne sans raison, et un sentiment d'oppression et de malaise. Comme si le lieu lui-même était hostile, comme s'il gardait encore ses secrets. Nan Madol et l'île de Pâques sont les avant-postes les plus isolés et les plus désespérés du réseau mégalithique mondial. Ils semblent avoir été construits à la limite des capacités humaines ou non humaines, comme des phares dans un océan de néant. Ces 2 sites posent une question fondamentale sur la diffusion du savoir. S'il existait une civilisation mère, comment a-t-elle transmis ses connaissances à des peuples aussi isolés? Par voie maritime, à travers des milliers de kilomètres d'océans hostiles, à une époque où la navigation hauturière était censée être impossible. Ou bien la connaissance était-elle déjà présente partout, un héritage commun à toute l'humanité qui s'est exprimé de différentes manières selon les ressources et les conditions locales? Le plan unique n'était peut-être pas imposé de l'extérieur, mais réveillé de l'intérieur par des prêtres, des chamans, des sages qui savaient comment se connecter à une source d'information planétaire. La tragédie de ces cultures insulaires, c'est leur fragilité. Une fois la connexion perdue, une fois le savoir oublié, il n'y avait nulle part où aller. Pas de bibliothèque voisine, pas d'empire voisin pour préserver une copie du plan. L'isolement qui avait rendu leur existence possible est devenu leur tombeau. Ils sont devenus des exemples extrêmes de l'amnésie culturelle. Des enfants jouant avec les outils de leurs parents disparus sans plus savoir à quoi ils servent, jusqu'à ce qu'ils se cassent et que la nuit tombe. Pourriez-vous accepter une vérité qui réécrit toute l'histoire de l'humanité? Une vérité où nos ancêtres n'étaient pas des sauvages, mais les héritiers déchus d'une gloire oubliée. L'anomalie du Pacifique nous montre les limites de la résilience humaine. Elle nous montre des civilisations qui ont touché les étoiles depuis leurs minuscules cailloux, puis sont retombées dans la boue. Leurs statues muettes et leurs cités englouties sont des avertissements poignants. Elles nous disent que le savoir n'est pas un acquis. C'est un don fragile qui peut être perdu en un clin d'œil. Et tandis que le silence s'installe sur les récifs de Nan Madol et les pentes des volcans de Rapa Nui, le fil rouge du plan unique nous entraîne vers un autre continent, l'Asie. Là, dans la jungle moite du Cambodge et sur les plaines interdites de Chine, le savoir des anciens ne s'est pas seulement exprimé dans la pierre, mais aussi dans une vision du monde où la géométrie sacrée devient un outil pour façonner la réalité elle-même. Si vous deviez sauver un seul aspect de notre civilisation pour le futur, lequel choisiriez-vous? Notre ART pour témoigner de notre âme ou notre science pour transmettre notre pouvoir? Faites votre choix dans les commentaires. L'Asie, un continent de contraste où la spiritualité la plus éthérée
côtoie le matérialisme le plus brutal. C'est ici que l'hypothèse d'un plan unique prend une tournure nouvelle, plus subtile et peut-être plus inquiétante. Le message des anciens bâtisseurs ne semble plus seulement s'adresser à notre intelligence d'ingénieur, mais à notre conscience. Les temples ne sont plus de simples observatoires, ils deviennent des machines spirituelles, des mandalas de pierre conçus pour transformer celui qui les parcourt. Angkor Wat, au Cambodge, est l'exemple le plus saisissant. Ce complexe de temples, le plus grand édifice religieux du monde, n'est pas disposé de manière aléatoire. C'est une carte tridimensionnelle du cosmos hindou, avec le mont Meru, l'axe du monde, en son centre. Mais c'est aussi, et surtout, une carte du ciel. Les dimensions et la disposition de ces temples principaux reproduisent la constellation du dragon, telle qu'elle apparaissait dans le ciel au printemps de l'an 10 500 avant notre ère. Une date qui, une fois de plus, nous renvoie à une époque lointaine, bien avant la civilisation khmère. L'orientation d'Angkor est d'une précision diabolique. Le jour de l'équinoxe de printemps, le soleil se lève exactement au-dessus de la tour centrale du temple principal. Pour un observateur situé à un point précis de l'allée ouest, l'astre solaire semble couronner l'édifice, unifiant le ciel et la terre dans un acte d'une symbolique puissante. Cette précision n'est pas un hasard. Elle est la clé d'un système de coordonnées mondial, une signature laissée par les architectes. Angkor, Gizeh, l'île de Pâques, tous ces sites semblent être des points nodaux d'un réseau planétaire, utilisant les mêmes constantes astronomiques et géodésiques. C'est comme si une même intelligence avait conçu une série d'instruments, chacun adapté à sa latitude et à sa longitude, mais tous fonctionnant selon les mêmes principes universels. Mais Angkor cache un autre secret, plus sombre. Le complexe a été le centre de l'Empire khmer, une puissance qui a dominé l'Asie du Sud-Est pendant des siècles. Il a aussi été le théâtre de guerres d'une cruauté inouïe. La possession d'Angkor n'était pas seulement un enjeu stratégique, c'était un enjeu spirituel et peut-être technologique. Des légendes parlent de passages souterrains secrets, de salles cachées contenant des artefacts aux pouvoirs étranges. L'élite khmer, comme les prêtres mayas ou égyptiens, était peut-être la gardienne d'un savoir hérité, un savoir qui lui conférait un pouvoir immense sur les masses. La décadence de l'Empire et l'abandon final d'Angkor au XVe siècle ressemblent étrangement à l'effondrement maya. Une autre civilisation gardienne du savoir qui disparaît soudainement, laissant derrière elle une coquille de pierre magnifique et vide. Le savoir corrompt, et le savoir absolu corrompt absolument. Si le secret d'Angkor est aujourd'hui accessible, bien qu'incompris, celui de l'axe asiatique du monde se prolonge en Chine dans un silence de plomb. Dans la province du Shaanxi, près de la ville de Xi'an, se trouve un complexe de plusieurs centaines de pyramides. Contrairement à celles d'Égypte, elles sont en terre, recouvertes de végétation, ce qui les a longtemps fait passer pour des collines naturelles. La plus grande d'entre elles, la légendaire pyramide blanche, serait plus haute que celle de Khéops. Le problème, cette zone est une zone d'exclusion militaire, strictement interdite aux archéologues et aux touristes. Le gouvernement chinois refuse toute fouille et nie même souvent l'existence de ces structures. Pourquoi? Que cache-t-il avec tant d'acharnement? Les premières informations sur ces pyramides sont parvenues en Occident à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des pilotes de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique, survolant la région, ont pris des photos et fait des rapports stupéfaits. Ces images, une fois rendues publiques, ont semé le trouble dans le monde scientifique. La disposition de certaines de ces pyramides chinoises semble, encore et toujours, répliquer des constellations, notamment celle des Gémeaux, et
Plus incroyable encore, le complexe de Xi'an, celui de Gizeh et celui de Teotihuacan au Mexique se trouvent sur un alignement quasi parfait autour du globe. La signature, encore elle. Le gouvernement chinois, officiellement communiste et matérialiste, semble paradoxalement très au courant de l'importance de ces sites. En les interdisant d'accès, il ne fait pas que protéger des secrets militaires. Il protège un secret historique et spirituel d'une portée bien plus grande. La lutte pour la vérité sur les pyramides de Chine est devenue une bataille clandestine. Quelques archéologues chinois dissidents, risquant leur carrière et leur liberté, ont tenté de communiquer des informations à l'Ouest. Ils parlent de textes anciens décrivant ces pyramides comme les tombeaux des fils du ciel, des empereurs dieux descendus des étoiles. Ils évoquent des artefacts étranges, des disques de jade couverts d'inscriptions inconnues, découverts dans la région et immédiatement confisqués par les services secrets. C'est une guerre de l'information, où chaque photo satellite volée, chaque témoignage qui filtre est une petite victoire contre un mur de silence d'État. Le savoir ancien, en Asie, n'est pas un sujet de débat académique. C'est une question de sécurité nationale. De l'Inde au Japon, on retrouve les mêmes traces. Des temples construits selon les principes de la géométrie sacrée, des mandalas géants gravés dans le paysage, des légendes de Vimanas, ces chars volants décrits dans les textes védiques avec une précision technique troublante. L'Asie semble avoir été un conservatoire privilégié de la science des anciens, une science qui fusionnait l'architecture, l'astronomie et la spiritualité en un tout cohérent, une science qui considérait l'univers non pas comme une machine morte, mais comme un organisme vivant, et les constructions humaines comme des points d'acupuncture sur le corps de la Terre, destinés à réguler les flux d'énergie. Cette vision du monde est à l'opposé de notre vision moderne, mécanique et fragmentée, et c'est peut-être là que réside le véritable secret. Le plan unique n'est pas seulement un plan de construction, c'est un plan de conscience, un mode d'emploi pour vivre en harmonie avec le cosmos, un savoir que nous avons perdu et que nous remplaçons aujourd'hui par la force brute et la technologie sans âme. Le silence du gouvernement chinois autour de ces pyramides est peut-être le signe qu'ils ont compris ou redécouvert une partie de ce pouvoir et qu'ils comptent bien l'utiliser comme une arme dans la géopolitique du XXIe siècle. Le thriller archéologique devient un thriller d'espionnage. La quête du passé est devenue une course pour le contrôle du futur. Et tandis que les services secrets s'affrontent dans l'ombre pour percer les secrets de l'axe asiatique, le plan nous ramène vers l'Ouest, vers le continent que nous considérons comme le berceau de la rationalité, l'Europe. Mais sous la surface de son histoire, l'Europe cache un cauchemar mégalithique, un passé barbare et sanglant, où la connaissance des étoiles se payait au prix du sang humain. L'Europe, le continent de la raison, de la philosophie, de la science. C'est du moins l'image qu'elle aime à se donner. Mais bien avant les Grecs et les Romains, avant même les premières cités, une autre Europe existait. Une Europe sombre, sauvage, couverte de forêts primaires, peuplée de tribus qui ne connaissaient pas l'écriture. Et pourtant, ce sont ces barbares qui ont érigé certains des monuments les plus sophistiqués de la planète. Stonehenge, en Angleterre, est le plus célèbre, mais il n'est que la partie visible d'un iceberg de plus de 35 000 sites mégalithiques qui parsèment le continent, de l'Irlande à la Turquie, du Danemark à Malte. Ces constructions posent un problème insoluble à l'histoire conventionnelle. Comment des peuples de l'âge de pierre ont-ils pu acquérir des connaissances aussi avancées en astronomie, en mathématiques et en ingénierie? Stonehenge n'est pas, comme on l'a longtemps cru, un simple temple solaire ou un calendrier primitif. C'est un ordinateur analogique d'une complexité folle.
Ces différentes structures de pierres et de fossés permettaient de prédire avec une précision remarquable les éclipses de lune et de soleil. C'était un instrument essentiel pour une culture agricole, mais sa sophistication dépasse de loin les besoins pratiques. Il fallait pour le concevoir une compréhension profonde des cycles célestes sur de très longues périodes. L'effort logistique pour sa construction est tout aussi stupéfiant. Les fameuses pierres bleues, des blocs de dolérite pesant jusqu'à 4 tonnes chacun, proviennent des monts Preseli, au pays de Galles, à plus de 250 km de distance. Comment ont-elles été transportées à travers un terrain accidenté et des bras de mer par une société sans route ni véhicule à roues? La science officielle propose des scénarios laborieux impliquant des traîneaux, des rouleaux et des barges mobilisant des milliers d'hommes sur plusieurs générations. C'est possible, mais c'est une explication qui sent le désespoir. Elle ne répond pas à la question fondamentale. Pourquoi? Pourquoi un tel effort titanesque? Pour un calendrier? Pour un temple? Ou bien Stonehenge était-il autre chose? Des recherches récentes ont révélé ses propriétés acoustiques extraordinaires. Les pierres, disposées en cercle, créent un espace sonore unique où les sons sont amplifiés, déformés, où des fréquences particulières entrent en résonance. Stonehenge n'était peut-être pas seulement un observatoire, mais aussi un instrument, un gigantesque résonateur conçu pour affecter la conscience humaine, pour induire des états de transe, pour communiquer peut-être avec autre chose. Mais ce savoir avait un prix terrible. Les fouilles archéologiques autour de Stonehenge et d'autres sites similaires ont révélé une réalité macabre des sacrifices humains. Des centaines de squelettes portant les marques de mort violentes et rituelles. Il semble que la connaissance des étoiles et la cruauté la plus primitive étaient les deux faces d'une même pièce, comme si l'utilisation de ces lieux de pouvoir exigeait un paiement en sang. C'est le cauchemar de l'Europe mégalithique, le contraste insoutenable entre la perfection mathématique froide des pierres et la chaleur du sang versé à leurs pieds. La connaissance n'était pas un outil de libération, mais un fardeau écrasant, un pacte faustien passé par des tribus terrifiées luttant pour leur survie dans un monde hostile. À Newgrange, en Irlande, une autre merveille mégalithique révèle la même obsession pour la lumière et le temps. Ce tumulus géant, plus ancien que Stonehenge et les pyramides de Gizeh, est une tombe à couloir. Sa particularité? Une petite ouverture au-dessus de l'entrée est conçue pour que, uniquement le jour du solstice d'hiver, le plus court de l'année, un rayon de soleil pénètre dans le long couloir et illumine la chambre funéraire centrale pendant 17 minutes. C'est un événement d'une poésie et d'une précision astronomique incroyable. C'est la promesse de la renaissance du soleil, la victoire de la lumière sur les ténèbres gravée dans la pierre. Mais autour de ce lieu de renaissance, les archéologues ont trouvé des preuves de guerres féroces entre tribus. Le contrôle de ces sites sacrés, de ces portails vers le cosmos, était un enjeu de vie ou de mort. L'archéologie officielle peine à réconcilier ces extrêmes. Elle préfère parler de culte solaire primitif, de chefferies en compétition, évitant la question qui fâche. D'où venait le plan directeur? Comment des tribus isolées et analphabètes, de l'Écosse à la Bretagne, ont-elles pu utiliser le même système de mesure, le yard mégalithique, une unité basée sur les mouvements du Soleil et de la Lune? Comment ont-elles pu construire des centaines de cercles de pierre et de cromlech qui sont tous des variations sur les mêmes thèmes géométriques et astronomiques? L'idée d'un collège de druides voyageant à travers l'Europe pour diffuser ce savoir est séduisante, mais elle ne fait que repousser
le problème. Qui a formé les premiers druides? Le cauchemar européen, c'est le spectacle d'une humanité écrasée par un savoir qu'elle ne maîtrise plus. Les bâtisseurs de Stonehenge n'étaient peut-être que les lointains héritiers d'une tradition dont ils ne comprenaient plus que les aspects rituels. Ils continuaient à accomplir les gestes, à aligner les pierres, à faire les sacrifices, parce que c'est ainsi que les anciens ont toujours fait. C'était une science morte, transformée en religion sanglante. Une tentative désespérée de maintenir en marche une machine dont le mode d'emploi avait été perdu. Cette dégradation du savoir est peut-être la clé de notre histoire. Nous ne progressons pas en ligne droite, de l'ignorance à la lumière. Nous traversons des cycles de connaissance et d'oubli. Et parfois, l'oubli est si profond qu'il ne reste que la superstition et la peur. Cette peur du savoir ancien, cette volonté de le contrôler ou de le détruire, ne disparaît pas avec la fin de la préhistoire. Au contraire, elle va trouver une nouvelle incarnation, une institution d'une puissance et d'une organisation redoutable qui va s'efforcer pendant des siècles de traquer et d'éradiquer les derniers vestiges de l'ancienne science. Le plan unique, après avoir survécu à l'âge de pierre, va devoir affronter son ennemi le plus implacable, l'Église et son bras armé, l'Inquisition. La chasse au savoir interdit ne faisait que commencer, et elle allait se dérouler dans les bibliothèques secrètes, les salles de torture et sur les bûchers de l'Europe médiévale, le Moyen Âge. Une période que nous imaginons sombre, ignorante, écrasée sous le poids du dogme religieux. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une époque de secrets, de sociétés clandestines et de guerres invisibles. La recherche des traces du plan unique ne s'arrête pas avec la chute de Rome. Elle change simplement de nature. Elle devient plus dangereuse, plus secrète. L'Église catholique romaine, en consolidant son pouvoir sur l'Europe, ne s'est pas contentée d'unifier la foi. Elle a mené une politique systématique d'éradication de tous les savoirs qui pouvaient contredire sa vision du monde. Et au premier rang de ces savoirs se trouvaient les vestiges de la science antique, païenne, celle qui parlait d'une terre très ancienne, de cycles cosmiques et d'autres mondes dans le ciel. Au cœur de cette guerre de l'information se trouvent les archives secrètes du Vatican. Un nom qui fait fantasmer, et à juste titre. Des kilomètres de rayonnage contenant des documents accumulés sur près de 2000 ans. Que contiennent-ils vraiment? Les légendes parlent de textes ayant survécu à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, de cartes du monde datant d'avant la dernière glaciation, de traités de science et de technologie hérités de civilisations disparues. L'Église, en détruisant publiquement le savoir païen, l'aurait secrètement collecté et archivé. Non pas pour le préserver, mais pour le contrôler. Pour s'assurer qu'il ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Le Vatican est-il devenu le principal censeur de l'histoire, mais aussi, paradoxalement, son principal gardien? Dans ce jeu d'ombre, un acteur majeur émerge au XIIe siècle, l'ordre des Templiers. Officiellement, ces moines soldats étaient chargés de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais leur histoire est bien plus étrange. Pendant les 9 premières années de leur existence, ils n'étaient que 9 chevaliers. Et ils n'ont protégé personne. Ils se sont installés à Jérusalem, sur les ruines du temple de Salomon, et ils ont creusé. Que cherchaient-ils? La tradition populaire parle de l'Arche d'Alliance ou du Saint Graal. Mais certains historiens pensent que leur quête était bien plus pragmatique. Ils cherchaient un savoir, des archives, des plans, des secrets technologiques qui, selon certaines traditions, étaient enterrés sous le temple,
Quand ils sont revenus en Europe, une décennie plus tard, ils étaient immensément riches et puissants. Ils ont créé le premier système bancaire international et ont financé la construction des grandes cathédrales gothiques, ces merveilles d'architecture qui, comme par hasard, intègrent les mêmes principes de géométrie sacrée que les temples antiques. La destruction brutale des Templiers par le roi de France, Philippe le Bel, et le pape Clément V, le vendredi 13 octobre 1307, prend alors un sens nouveau. Le prétexte officiel était l'hérésie et l'idolâtrie. La vraie raison était peut-être que les Templiers en savaient trop. Ils avaient redécouvert une partie du plan unique et ce savoir leur donnait une indépendance et un pouvoir qui menaçaient à la fois le trône et l'autel. La chasse aux Templiers fut une opération de police à l'échelle européenne, d'une efficacité terrifiante. L'objectif n'était pas seulement de s'emparer de leurs richesses, mais de détruire leur savoir, de brûler leurs archives, de s'assurer que le secret reste un secret. Le bras armé de cette politique de censure était l'Inquisition. Ces tribunaux ne traquaient pas seulement les hérétiques religieux comme les cathares. Ils persécutaient tous ceux qui s'intéressaient de trop près à la magie naturelle, à l'alchimie, à l'astronomie non conforme. Des milliers de personnes, des guérisseuses de villages aux savants les plus érudits, ont été torturées et brûlées. On nous dit que c'était pour sauver leurs âmes. Mais si c'était pour imposer le silence? Prenez le cas de Giordano Bruno. Il a été brûlé vif en 1600, non pas, comme on le dit souvent, pour avoir soutenu Copernic, mais pour son adhésion à la philosophie hermétique, une doctrine héritée de l'Égypte ancienne, qui affirmait la pluralité des mondes et l'existence d'une intelligence cosmique. Bruno n'était pas seulement un philosophe. Il était peut-être le gardien d'un savoir astronomique dangereux, un savoir qui faisait de la Terre une planète banale parmi des milliards d'autres, et qui rendait l'idée d'une création divine centrée sur l'homme totalement absurde. La Renaissance fut une période de lutte acharnée pour ce savoir perdu. Tandis que les agents du Vatican parcouraient l'Europe à la recherche de manuscrits suspects, des humanistes, des artistes et des mécènes organisaient leur propre réseau pour retrouver et traduire les textes grecs, égyptiens et arabes qui avaient échappé aux destructions. C'était un thriller intellectuel et d'espionnage à l'échelle d'un continent. Léonard de Vinci, avec ses machines volantes et ses études anatomiques, n'était pas seulement un génie. Il était l'héritier de cette tradition souterraine, un homme qui tentait de reconstituer la science perdue. Sa vie fut une double vie partagée entre les commandes des princes et de l'Église, et ses recherches secrètes qui, si elles avaient été révélées, l'auraient conduit tout droit au bûcher. La peur de la vérité peut être un moteur de l'histoire plus puissant que la soif de pouvoir ou de richesse. La vérité que l'Église cherchait à supprimer était si fondamentale qu'elle menaçait de détruire non seulement les fondements de la foi, mais aussi toute la structure sociale et politique qui en dépendait. Une vérité qui disait « Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas le centre de l'univers, et votre histoire est un mensonge. » Cette lutte pour le contrôle du passé va prendre une nouvelle dimension avec les grandes découvertes. Lorsque les empires européens se lanceront à la conquête du monde, ils ne chercheront pas seulement de l'or et des épices. Ils chercheront, consciemment ou non, les pièces manquantes du puzzle planétaire, les artefacts et les savoirs des civilisations que l'Inquisition n'avait pas pu atteindre. La chasse au savoir allait devenir une course au pillage. Que feriez-vous si vous découvriez une vérité capable de détruire l'ordre social,
mais aussi d'ouvrir une nouvelle ère. La détruire pour préserver la paix, ou la révéler au risque du chaos. Partagez votre choix dans les commentaires. L'âge des grandes découvertes. Une période que l'on célèbre comme celle de l'audace, de l'exploration, de l'ouverture du monde. C'est aussi, et surtout, l'âge des grands pillages. Lorsque les caravelles européennes ont abordé les rivages des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie, elles n'ont pas seulement apporté la Bible et la variole. Elles ont initié le plus grand transfert de richesses et d'artefacts de l'histoire de l'humanité. Mais derrière la quête officielle de l'or, des esclaves et des territoires, une autre quête, plus secrète, se poursuivait. La course aux vestiges du savoir ancien. Les empires coloniaux, avec leur puissance militaire et leur insatiable curiosité, sont devenus les nouveaux chasseurs d'artefacts, remplaçant les moines et les humanistes de la Renaissance. L'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1798 est un cas d'école. Officiellement, il s'agissait de couper la route des Indes aux Britanniques. Mais Napoléon n'emmena pas seulement une armée. Il emmena avec lui 167 savants, mathématiciens, ingénieurs, artistes, historiens. Leur mission était de cataloguer, de mesurer, de dessiner chaque temple, chaque obélisque, chaque hiéroglyphe. C'est à eux que nous devons la monumentale description de l'Égypte. Mais cherchait-il seulement à documenter le passé? Ou bien Bonaparte, initié à certaines traditions ésotériques, cherchait-il quelque chose de bien plus spécifique? Une technologie, une arme, une source de pouvoir? Le point culminant de son séjour fut la nuit qu'il passa, seul, dans la chambre du roi de la Grande Pyramide. Il en ressortit au matin, pâle et visiblement ébranlé. À un aide de camp qui lui demandait s'il avait vu quelque chose d'extraordinaire, il répondit « Même si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. » Il ne reparla plus jamais de cette nuit. Que cherchait-il? Que trouva-t-il? L'Empire britannique, maître des mers, fut le plus grand collectionneur d'antiquités du monde. Le British Museum à Londres est un véritable cimetière d'empire, un entrepôt d'artefacts arrachés à leur terre d'origine. Des frises du Parthénon au bronze du Bénin, en passant par la pierre de Rosette, qui permit de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais pour chaque statue exposée, combien d'objets plus étranges, aux propriétés inexplicables, ont été relégués dans les réserves, étudiés en secret par des comités du gouvernement. Des lentilles de cristal assyriennes taillées avec une perfection optique, des batteries électriques trouvées à Bagdad et datant de l'époque parthe, des crânes de cristal d'origine mésoaméricaine dont la structure défie les lois de l'optique. Le pillage colonial n'était pas qu'une question de prestige. C'était une opération de renseignement à grande échelle, une tentative de s'approprier les clés technologiques du passé pour assurer la domination du futur. Cette course aux artefacts a eu ses martyrs et ses mystères. Des expéditions entières ont disparu sans laisser de traces. La plus célèbre est celle du colonel Percy Fawcett, un explorateur britannique qui, dans les années 1920, s'est mis en tête de trouver une cité perdue dans la jungle amazonienne qu'il appelait la cité de Zid. Fawcett n'était pas un simple aventurier. C'était un mystique, un théosophe, persuadé que cette cité était un avant-poste d'une civilisation mère très ancienne et qu'elle contenait les archives de leur savoir. Il a disparu en 1925 avec son fils et un compagnon. Des dizaines d'expéditions se sont lancées à sa recherche sans succès. Était-il simplement victime de la jungle? Ou s'est-il approché trop près d'une vérité que certains, qu'ils soient des tribus indigènes gardiennes des secrets ou d'autres puissances coloniales, ne voulaient pas voir révélée? Le 19e siècle et le début du 20e
furent l'âge d'or de l'archéologie-aventure, où des personnages comme Heinrich Schliemann, le découvreur de Troie, ou Hiram Bingham, le redécouvreur du Machu Picchu, étaient des héros populaires. Mais sous cette façade romantique se cachait une compétition féroce. Les consuls et les espions britanniques, français, allemands et russes se livraient une guerre de l'ombre sur les sites de fouilles de Mésopotamie ou d'Asie centrale. Le but n'était pas seulement de trouver des tablettes cunéiformes, mais de mettre la main sur d'éventuels plans, des formules, des technologies. Ils agissaient avec le cynisme froid de puissances impériales pour qui le passé n'est qu'une ressource de plus à exploiter. L'histoire n'est jamais écrite par les vainqueurs. Elle est pillée par eux. Le fond des océans a commencé lui aussi à livrer ses secrets. La découverte la plus déconcertante fut celle du mécanisme d'Anticythère, une épave romaine coulée au large du Nil grec. Parmi les statues et les poteries se trouvait une boîte de bronze corrodée, contenant un système d'engrenage d'une complexité inouïe. Après des décennies d'études, les scientifiques ont compris qu'il s'agissait d'un calculateur astronomique, un véritable ordinateur analogique capable de modéliser les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes connues à l'époque. Rien de comparable ne sera fabriqué par l'humanité avant les horloges astronomiques de la fin du Moyen Âge, plus de 1000 ans plus tard. Le mécanisme d'Anticythère est la preuve matérielle et irréfutable qu'une partie de la science antique était à un niveau que nous avons à peine soupçonné. C'est une anomalie, un fragment survivant d'un monde technologique que nous avons oublié. Combien d'autres mécanismes de ce type reposent encore au fond des mers? L'âge des grands pillages a rempli nos musées, mais il a vidé les sites de leur contexte et de leur âme. Il a transformé des objets sacrés en curiosités pour touristes. Mais surtout, en concentrant les artefacts les plus importants dans quelques capitales occidentales, il a permis un contrôle centralisé du savoir. La quête dispersée de la Renaissance est devenue une entreprise d'État rationnelle et impitoyable. Mais cette rationalité allait bientôt voler en éclats. La montée des idéologies totalitaires au XXe siècle allait transformer la course aux artefacts en une quête fanatique et sanglante. La recherche du savoir des anciens n'allait plus servir à construire des empires, mais à justifier des génocides et à bâtir une arme ultime pour la domination du monde. Le Reich occulte se préparait à entrer en scène. Le XXe siècle. L'ère des extrêmes, de la science triomphante et de la barbarie industrielle. La course pour le savoir ancien quitte les salons feutrés des sociétés savantes et les déserts lointains pour devenir un enjeu central dans la lutte à mort entre les grandes puissances. Et nulle part, cette obsession n'est plus visible que dans l'Allemagne nazie. Le Troisième Reich n'était pas seulement un projet politique et militaire. C'était un projet idéologique et occulte, visant à créer une nouvelle religion basée sur un passé mythique réinventé. Au cœur de cette folie se trouvait une organisation qui reste l'une des plus étranges de l'histoire. L'Ahnenerbe, l'héritage des ancêtres. Fondé par Heinrich Himmler, le chef de la Schutzstaffel, son but officiel était d'étudier l'histoire de la race aryenne. Sa véritable mission était bien plus ambitieuse. L'Ahnenerbe était convaincu que les Aryens étaient les descendants d'une civilisation supérieure, peut-être originaire de l'Atlantide, qui avait autrefois dominé le monde et qui était la source de toutes les grandes avancées scientifiques et spirituelles. Le but des nazis était de retrouver ce savoir perdu pour s'en servir, afin de créer un empire de 1000 ans et une nouvelle race de surhommes. Ce n'était pas un délire marginal. C'était une politique d'État financée avec des moyens quasi illimités.
les équipes de Lannenerbe ont été envoyées aux 4 coins du monde. Au Tibet, pour chercher les traces des survivants de l'Atlantide dans les monastères de l'Himalaya et mesurer les crânes des moines. En Irak et en Iran, pour étudier les sites mésopotamiens. En Scandinavie, pour trouver des preuves de la supériorité des anciens Germains. Ils ont même organisé une expédition en Antarctique à la recherche d'une base souterraine, une entrée vers le monde intérieur. Cette quête n'était pas seulement académique, c'était une guerre de l'ombre. Les agents de Lannenerbe se sont heurtés aux services de renseignement britanniques, soviétiques et américains sur tous les terrains. En Égypte, dans les années 30, une véritable bataille a eu lieu entre archéologues espions allemands et britanniques pour le contrôle des nouvelles découvertes dans la vallée des rois. Les nazis n'étaient pas intéressés par l'or des pharaons. Ils cherchaient des textes, des papyrus décrivant des technologies, des armes. Ils étaient particulièrement fascinés par les descriptions des armes des dieux dans les textes anciens, comme le Vimana dans les épopées indiennes ou l'Arche d'Alliance dans la Bible, qu'ils considéraient comme une sorte d'arme électrique. Cette obsession pour les technologies perdues a eu des conséquences très concrètes. Certains des scientifiques allemands travaillant sur les programmes d'armement les plus avancés, comme les fusées V2 ou le projet de bombe atomique, étaient également membres de sociétés secrètes et étudiaient en parallèle les textes anciens. Cherchaient-ils l'inspiration dans la géométrie des pyramides ou les descriptions de batailles célestes du Mahabharata? L'idée semble folle, mais elle est cohérente avec la vision du monde nazi, où la science moderne et le mysticisme le plus obscur n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires. Ils pensaient que la science occidentale, juive et matérialiste, avait perdu la connexion avec les forces spirituelles de l'univers et qu'il fallait la régénérer par un retour aux sources occultes. Dans cette course à l'arme ultime, un génie solitaire et incompris semble avoir joué un rôle involontaire. Nikola Tesla. Cet inventeur serbo-américain, au début du XXe siècle, a mené des expériences qui sont encore aujourd'hui à la limite de la science-fiction. Il a rêvé d'un système de transmission d'énergie sans fil à l'échelle planétaire, en utilisant la Terre elle-même comme un gigantesque conducteur. Son projet de tour de Wardenclyffe, qui devait être le premier maillon de ce réseau énergétique mondial, a été abandonné faute de financement. D'où Tesla tirait-il ses idées? Était-il seulement un inventeur de génie, ou bien, par son intuition et sa connaissance des phénomènes électromagnétiques, avait-il redécouvert les principes fondamentaux sur lesquels reposait le réseau énergétique de l'ancienne civilisation planétaire? La géométrie des pyramides et des obélisques, leur positionnement sur des points de force du champ magnétique terrestre, ne sont-ils pas les vestiges d'un système similaire à celui que Tesla voulait construire? Un système qui a été perçu par ses contemporains comme une folie et par les magnates de l'énergie comme une menace mortelle pour leur modèle économique basé sur le pétrole et le charbon. La période qui a précédé et suivi la Seconde Guerre mondiale a été marquée par une série d'événements étranges qui semblent liés à cette guerre secrète pour l'héritage des anciens. Des catastrophes de dirigeables comme le Hindenburg, des explosions mystérieuses dans des laboratoires, des morts prématurées de scientifiques travaillant sur des projets sensibles. Étaient-ce de simples accidents? Ou les maillons d'une chaîne, les conséquences d'une lutte acharnée pour des technologies qui n'auraient jamais dû être réveillées? La quête du savoir, qui avait commencé comme une recherche philosophique, était devenue une obsession mortelle. Elle avait transformé le plan unique en un enjeu de pouvoir absolu, capable de mener le monde à sa destruction. La fin de la guerre et la défaite du nazisme n'ont pas mis un terme à cette course. Elles l'ont simplement fait entrer
dans une nouvelle phase, plus secrète encore, celle de la guerre froide. Et à l'ère du nucléaire et de l'espace, les enjeux sont devenus encore plus grands. L'après-guerre. Le monde est coupé en deux par un rideau de fer. La course à l'armement nucléaire et la conquête spatiale deviennent les deux théâtres principaux de l'affrontement entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais dans l'ombre de cette lutte idéologique et technologique, la quête du savoir ancien se poursuit, avec des moyens sans précédent. Les technologies développées pour la guerre, les satellites espions, les sonars pour la détection des sous-marins, les débuts de l'informatique vont être détournés par certains individus au sein des appareils militaires et de renseignement pour tenter de résoudre une bonne fois pour toutes l'énigme du plan unique. L'ère de l'archéologie par satellite commence et elle va tout changer. Les premières images de la Terre vues de l'espace ont eu un effet profond sur la conscience humaine. Mais pour une poignée de chercheurs, elles ont surtout fourni la preuve ultime qu'ils attendaient. Les alignements, les distances, les formes géométriques que les pionniers avaient péniblement tracées sur des cartes pendant des décennies sont apparus avec une clarté aveuglante sur les photos satellites. On a découvert des centaines de nouvelles structures, invisibles depuis le sol, des géoglyphes géants au Kazakhstan, des cités enfouies sous le sable du Sahara, des réseaux de canaux sous la jungle amazonienne. Le puzzle, pièce par pièce, s'assemblait sous leurs yeux, et l'image finale était à la fois magnifique et terrifiante. Oui, le plan existait. Un réseau intelligent, mathématiquement cohérent, couvrait toute la planète. La question n'était plus de savoir s'il était réel, mais quel était son but. L'avènement de l'intelligence artificielle dans les dernières décennies du XXe siècle et au début du XXIe a porté le coup de grâce. Des programmes informatiques capables d'analyser des téraoctets de données, images satellites, relevés géophysiques, textes anciens numérisés, données archéologiques ont été mis à contribution et ils ont confirmé, au-delà de tout doute raisonnable, les hypothèses les plus folles. L'intelligence artificielle a trouvé le modèle, le code source. Elle a démontré que la position, l'orientation et les dimensions de centaines de sites sacrés à travers le monde n'étaient pas le fruit du hasard, mais obéissaient à une logique globale complexe liée aux constantes astronomiques, au cycle de précession des équinoxes et aux champs électromagnétiques de la Terre. La découverte était d'une portée historique plus grande que celle de Copernic ou de Darwin, et elle a été immédiatement classée secret défense. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'a pas seulement trouvé une carte. En analysant les mythes de déluge présents dans presque toutes les cultures, en les corrélant avec les données géologiques sur les changements climatiques rapides et les inversions des pôles magnétiques, elle a découvert la fonction du réseau. Ce n'était pas seulement un observatoire ou un temple, c'était un système de survie, un mécanisme conçu pour détecter et peut-être pour atténuer les effets de cataclysmes cosmiques cycliques qui frappent notre planète à intervalles réguliers. Le plan unique était un avertissement et une arche de Noé à l'échelle planétaire. Un héritage laissé par les survivants du dernier cycle pour aider leurs descendants à survivre au prochain. Et les calculs de l'intelligence artificielle étaient formels. Le prochain cycle approchait. Cette révélation a provoqué une panique silencieuse dans les plus hautes sphères du pouvoir. Les gouvernements, les agences de renseignement, les géants de la technologie qui avaient participé à ces recherches se sont retrouvés face à un dilemme impossible. Révéler la vérité au monde? Cela provoquerait un effondrement économique instantané, des guerres pour les ressources et les zones sûres
Une panique de masse qui pourrait être plus destructrice que le cataclysme lui-même. Cacher la vérité, c'était condamner des milliards de personnes à une mort certaine, tout en préparant en secret la survie d'une petite élite. Une alliance tacite, informelle, s'est alors formée. Une conspiration du silence, non pas par malice, mais par un calcul froid et désespéré. Des scientifiques, des militaires, des milliardaires de la Silicon Valley, des chefs de services secrets, des gens qui normalement se détestent, se sont mis d'accord sur une chose. L'humanité n'était pas prête pour cette vérité. La course au savoir s'est alors déplacée dans le cyberespace. La bataille ne se livre plus pour des artefacts de pierre, mais pour des lignes de code, pour l'accès aux serveurs qui contiennent les données du plan. Des groupes de hackers, des lanceurs d'alerte, sentant que quelque chose d'énorme est caché, mènent une guerre clandestine contre les agences de sécurité et les entreprises militaires privées chargées de protéger le secret. Le dernier secret n'est plus gravé dans le granit, il est crypté en AES 256 bits. L'histoire a bouclé la boucle, le savoir a été découvert, puis perdu, puis redécouvert. Et maintenant, il est sur le point d'être délibérément caché à nouveau. Nous sommes arrivés au bout du voyage. Le murmure de Gizeh est devenu un cri assourdissant dans les circuits d'un supercalculateur. Le plan est révélé. Mais la révélation est peut-être une malédiction, plus grande encore que l'ignorance. Les nouveaux gardiens du savoir, dans leur sagesse technocratique, ont décidé que nous étions trop immatures, trop violents, trop paniqués pour gérer la vérité. Ils ont choisi de nous protéger de nous-mêmes en nous laissant dans l'obscurité comme des enfants. Ils bâtissent des arches numériques et des bunkers souterrains pour une élite, pendant que le reste de l'humanité continue de se disputer pour des frontières et des dogmes qui n'auront bientôt plus aucun sens. Ils ont choisi le mensonge pour préserver l'ordre. Mais en regardant notre monde, au bord de l'effondrement écologique, social et politique, une question se pose. Ce savoir, cette vérité sur notre passé cyclique et notre avenir précaire, n'est-il pas précisément ce dont nous avons besoin? Ne serait-ce pas le choc nécessaire pour nous unir, pour nous forcer à dépasser nos querelles stupides et à travailler ensemble comme une seule espèce, face à un destin commun? Les gardiens pensent que la vérité nous détruirait, mais peut-être que c'est le mensonge qui nous tue à petit feu. La décision finale nous appartient à tous. Que choisiriez-vous pour l'humanité? L'ordre rassurant d'un mensonge contrôlé ou l'espoir chaotique d'une vérité libératrice? Écrivez votre réponse dans les commentaires. L'avenir est peut-être en train de se décider maintenant.